je me détache pour mieux remonter le niveau de l'homme. Medine, l'Arabian Panther, c'est pour Rap Elite. Proteste son dans les bacs. J'appelle à l'aide depuis la berge, à mi-chemin entre le mec nice et l'iceberg. Je ne dépasse que de peu au-dessus du niveau de l'eau, car mon âme est une épave qui lessive ses faux. Pourquoi t'as attendu 5 ans pour sortir un nouvel album? Même si t'as sorti des projets entre temps, mais t'as attendu quand même beaucoup de temps, non? Tu trouves pas? Ouais, j'ai attendu pas mal de temps, mais je n'ai pas rien fait là dans cette période. Ouais. J'ai sorti Table d'écoute 2 avec les gars de l'équipe. J'ai sorti le EP Made In, et puis j'ai écrit un bouquin avec Pascal Boniface. Donc je n'ai pas rien fait, mais c'est vrai que j'aurais pu sortir un album plus rapidement. Sauf que voilà, je pensais être un peu plus fort que la fatigue. De 2004 à 2009, j'ai beaucoup travaillé. J'ai sorti tous mes albums avec lesquels je me suis fait connaître. J'étais en tournée. J'ai beaucoup travaillé, ce qui fait que ça m'a quand même usé physiquement. Je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques temps de ça encore, je pesais 120 kilos physiquement. Voilà, je faisais pas attention à ce que je mangeais, je faisais pas trop de sport. J'étais vraiment à 100% dans le travail. Et donc cette période m'a permis de me reprendre en main en termes de santé, de me reposer aussi clairement. J'ai eu des enfants entre-temps. Quoi d'autre je me suis remis en question. T'as changé d'hygiène de vie même. Ça a été quoi le déclic qui a fait que tu t'es mis au sport? Tu t'es dit là faut que je change d'image? C'était purement personnel ou c'était aussi le côté professionnel? Ouais, non, en fait là j'ai pas eu un questionnement sur mon image. C'était plus un questionnement sur ma santé. Il fallait que je me reprenne au niveau santé, voilà. Et comme je fais pas les choses à moitié, alors pour tout te dire, j'avais des problèmes de dos et le médecin m'a dit je vais te soulager mais je vais jamais te soigner. Si tu veux te soigner, il faut que tu perdes du poids et tout. Donc je me suis un peu remis au sport et comme je fais pas les choses à moitié, j'ai fait plus que me remettre au sport. On a créé un club de boxe avec mon père. On a mis en place un club de grappling avec des amis du quartier, Ahmed Diaye, Franck. Donc là je les salue au passage. Voilà, donc c'est avec ces gens-là que j'ai poussé en fait mon ambition de reprendre le sport. Donc voilà, je fais pas les choses à moitié, j'en avais besoin pour ma santé. Et puis aussi, donc dans cette période, ça n'a pas été que ça a été aussi des remises en question par rapport à ma façon d'aborder les choses, à ma foi, des remises en question par rapport à ma vie d'homme. Comme je te disais, tu vois, j'ai eu des enfants, j'ai eu 30 ans entre-temps, voilà, donc tout ça, ça change un homme et ça fait prendre du temps, voilà, au projet. J'ai l'âme poétesse comme un dessous des selles. Je pleure la mort de Chavez et le décès des selles. Les deux personnages politiques assez importants, mais t'as fait exprès de les mettre dans la même phrase, étant donné que la mort de Chavez et la disparition des selles, ça n'a pas forcément eu les mêmes commentaires, les mêmes répercussions, parce que Chavez était un peu vu comme c'est un peu un personnage décrié, adoré par les uns, adulé, et de l'autre côté un peu, voilà quoi. Mais en fait, les deux sont des personnages décriés. Dans les deux, il y a du bien et il y a du mauvais. C'est comme chez tout être humain, c'est comme chez tout artiste, chez tout politique. Il y a du bon et il y a du mauvais chez Chavez, chez Essel, chez Medine, chez Rap Elite. Voilà, c'est simplement, si je les ai mis dans la même phrase, c'est pour montrer que j'ai un engagement poétique, mais que j'ai aussi un engagement philosophique et comment dire, politique. Voilà, là je l'ai déjà dit politique. Ouais, non, c'est poétique que je voulais dire. Donc j'ai un engagement politique et un engagement poétique et philosophique. Voilà, c'était plus sur la forme de leur travail, de ce qu'ils représentent, plus que sur le fond de leurs propos au final. Donc en prenant recul, pour toi, Chavez c'était un bonhomme politique? Parce qu'il y a eu des débats entiers quand il disparu. Oui, non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que c'est un personnage charismatique qui a su s'imposer, qui a su porter ses yoku à un moment où est-ce que tout le monde les perdait vis-à-vis de la mondialisation, vis-à-vis du capitalisme, tout ça. Voilà, c'est plus le personnage subversif, moi, que je cite là, que le fond de son travail, de sa politique, voilà. etc. Iceberg, encore une fois, est un morceau qui s'attaque justement à cette contradiction que je peux avoir, moi, dans mes textes, que je peux avoir en tant qu'homme. À savoir, j'ai une posture vis-à-vis de mon métier, et en réalité, seul moi, je me connais au fin fond de moi. Et c'est exactement ce que je mets en évidence quand je cite Chavez et Essel. Je parle peut-être de ce qu'ils représentent plus que de leur travail. D'accord. Voilà.
Il y a aussi un morceau avec Youssoupha, Bloc identitaire, il me semble. Tu parles d'abord enfin, vous abordez sous forme de clash le racisme noir arabe. Ça vous tenait à cœur d'aborder ce thème-là? Parce que c'est un sujet assez tabou dans le rap, il est rarement abordé. Rien à battre que tu sois un brave musulman. Vu qu'un arabe qui fait du rap reste un arabe qui gâte ma black musique. Tu crois réunir les noirs avec ton noir désir, mais t'es qu'un demi-leader comme Harlem Désir. Avec vos différences de langue, tous les 10 villages. Si les noirs sont divisés, c'est qu'ils sont divisables. C'est un thème, le clash Rebeu-Renoir, qui a déjà été abordé par Despo et Nesbill, voilà. Avec un morceau qui s'intitulait L'œil au beurre noir, voilà, qui était assez bien d'ailleurs. Ouais. Et donc moi je me suis dit, voilà, j'ai envie de traiter le thème parce que le problème n'est toujours pas réglé. Vous allez plus en profondeur, vous, j'ai l'impression que... Voilà, en fait, on donne une troisième lecture encore. La pire des nécrophobies, moi je l'ai subie au Maghreb. M'appelle pas Rouya, on sait que vous êtes raciste et aucun nègre n'oubliera que les Arabes étaient esclavagistes. Parle-moi plutôt de l'esclavage des Noirs eux-mêmes, de tous ces oncles Tom qui ont enlevé des âmes humaines. Les premiers négriers étaient vos égaux. Je crois bien que t'aurais fini comme Samuel Jackson dans Django. Ce n'est pas simplement un clash entre Rebeu et Renoir, c'est aussi une autocritique, une remise en question. Une remise en question qui nous permet de nous regarder et de se dire... Parfois, on est très critique vis-à-vis des auteurs de racisme, des auteurs de discrimination, des auteurs de préjugés envers les Rebeux et les Renois. Ouais, mais ne le sont pas nous-mêmes, comme il dit Kerry James. Voilà, et en réalité, au sein même de nos communautés, on a des attitudes et des postures qui sont dignes du Troisième Reich, en allant très loin. Et donc, il y a cette lecture-là dans ce morceau, mais il y a une troisième lecture encore, c'est la déconstruction de l'argumentaire des groupuscules qui existent aujourd'hui, comme le bloc identitaire, comme d'autres groupes qui se créent justement à des fins racistes, clairement, sur des idéologies racistes, sur des idéologies clivantes, communautaires. Et donc, par la même occasion, en s'autocritiquant, on déconstruit le discours de ceux qui veulent faire d'une France une France exclusivement blanche. Mais toi, tu penses que ça vient d'où ce racisme entre noirs et arabes, entre les deux communautés? Ce racisme qui apparaît parfois, ça vient d'où selon toi? C'est comme toute forme de racisme, c'est de l'incompréhension. C'est chez vous qu'on trouve les traîtres et les gars soumis, donc entretuez-vous avec vos nidim et vos chalgoumis. Un peu de cash sur la table et les blacks se calomnient. Nous si on se clash, c'est pour mieux se réunir comme Inoua le Charbon. Y'a pas que le sable du Sahara qui nous sépare, et on sera toujours plus unis que Kerry James et Kevin Seba. C'est de l'ignorance, c'est ce genre de fléau dans lequel nous-mêmes on est frappés, que l'on reproche quand il s'agit d'un média qui nous attaque ou d'un politique qui nous attaque, mais lorsque c'est nos propres frères de vie avec qui on vit au quotidien, on n'a pas forcément de réaction. On laisse le truc s'envenimer et ça dure sur des générations et des générations. Il y a des mariages qui ne sont toujours pas possibles aujourd'hui entre Algériens et Marocains, pour te dire que tellement le truc il va très loin. Ouais, entre Rebeu et Renois, à la limite tu peux dire ok, bon, c'est deux cultures différentes, mais même entre Ivoiriens et Sénégalais, entre Maliens et Somaliens, là je vais très loin, tu vois. Il y a déjà des problèmes. Et donc, voilà, c'est tout ce qu'on met en évidence. Arrêtons de jouer les victimes, arrêtons de jouer les donneurs de leçons quand il s'agit de racisme. On est aussi auteur de racisme. Il faut se soigner et il faut savoir aussi mettre en évidence ceci pour mieux déconstruire le discours de ceux qui seraient tentés d'avoir des actes racistes ou des paroles racistes envers nos communautés. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues et de préjugés entre les communautés, tu penses? Oui, c'est ça. Je crois qu'on vit avec des idées reçues, malgré qu'on ait grandi dans les mêmes cités, dans les mêmes quartiers, qu'on ait grandi ensemble et que l'on dit oui, on mange tous ensemble, on a grandi ensemble. Et ben, au moment de donner ta sœur en mariage à ton meilleur ami qui est d'une autre communauté, c'est quoi ta réaction? Quelle va être ta réaction? Et certains disent jamais avec un noir, d'autres disent jamais avec un arabe. C'est hypocrite, non? Voilà, il y a encore des non-dits, il y a encore des choses qui sont existantes auxquelles Youss et moi on s'attaque.
Et quand on s'attaque dans le morceau Bloc Identitaire à ces sujets-là, on n'y va pas avec le dos de la cuillère, on y va en profondeur. C'est notre odeur qui fera toujours fantasmer vos femmes. Pas de pitié, alors écoute bien. Vous préférez les lapider, alors elles préfèrent notre coup de rein. Les bonobos ne pensent qu'à tartiner les beurettes. Ils négligent leurs femmes, excisées à la clé à molette. Je veux pas de faux rituels, j'évite les unions mixtes. Heureusement que les Arabes ont amené l'islam aux animistes. En profondeur. Et d'ailleurs, quand on a posé ce morceau-là en studio, certains de nos entourages étaient effrayés. Ils disaient, mais vous allez trop loin, les gars. Et surtout pour Youss. Youss, mon pote, t'es sur Énergie, t'es chez Drucker, tu chantes nanana. Pourquoi tu reviens dans des morceaux qui vont te mettre dans des problèmes? Je crois que c'est parce qu'il y a un tabou, parce qu'il y a un non-dit à cet endroit-là, parce que justement ça fait grincer des dents qu'il faut mettre les pieds ici. Voilà. Mais en réalité, ça fait grincer des dents que entre la communauté noire et arabe, je pense. Ouais, sur ce sujet-là, en tout cas, en précision. Alors, c'est vrai que c'est aussi un risque de se dire que l'on peut servir, on peut servir d'outil à ceux qui justement ont des idéologies racistes en disant bah qu'est-ce que vous nous parlez, vous entre vous déjà vous êtes divisés. Voilà. Mais il faut voir le verre à moitié plein en disant nous on a au moins le mérite et la rédemption de dire on s'autocritique. On s'autocritique par rapport à ce qu'on représente, Youss et moi. Youss a un album qui s'appelle Noir Désir, j'ai un album qui s'appelle Arabian Panther. On représente quelque chose vis-à-vis du public du rap français, qui est le public de jeunes en fait. Mais le fait que ça puisse faire grincer des dents, c'est pour ça que je l'ai pas mis en avant là, ce morceau. Enfin, mais t'es pas au bout de tes surprises, mon pote. C'est-à-dire, en fait, non, mais peut-être que sûrement tu vas le clipper après, mais peut-être le clipper avant, peut-être en avoir fait le deuxième son promo de ton album. C'est pour bien marquer le concept. Parce que parfois on a l'impression que des morceaux comme ça, les gens ils passent à côté parce que le morceau il est pas assez bien promotionné et assez vite promotionné dès le début pour ancrer tout de suite la dynamique du projet, ou bien tu voulais pas trop peut-être Youss, comme tu dis, il avait une image à tenir. En gros, le morceau on le fait dans l'album, mais on le met pas trop en avant parce non, que sinon, là c'est pas pour des raisons comme ça que l'on n'a pas voulu clipper le morceau en premier. C'est tout simplement pour des raisons de timing. Dean Records, et moi en particulier, on n'est pas les meilleurs en timing. On a repoussé l'album 2 fois, on a changé de nom de cet album. Au final, ça s'intitule Protest Song. Et Bloc Identitaire devait être le premier titre que l'on devait clipper. Faute de temps, faute d'organisation, on n'a pas pu le faire. Mais au final, on s'est accroché à cette idée et le morceau, le clip va exister. Le morceau va avoir de l'écho sur scène, on va lui donner une deuxième vie. Mais c'est pas un genre... un pas en avant, 2 pas en arrière concernant la thématique. On va aller très loin. On va aller très loin parce que dans le clip, quand tu vas le voir, tu vas être encore plus choqué que quand tu as entendu le morceau. En gros, ça va être un peu la représentation scénique des paroles, quoi. Non, on sera pas dans de l'illustration. On sera vraiment pas dans de l'illustration. On a fait appel à un réalisateur qui s'appelle Jean-Luc Herbulot et qui a réalisé pas mal de courts-métrages. Et donc, il a kiffé le projet. On n'avait pas 36 000 € pour faire le truc, on avait un petit budget. Il a accepté, il a donné de sa personne, de son temps. Youss, pareil, il a donné de son temps et de sa personne. On vient de terminer le tournage, là, il y a quelques temps. Moi, j'ai vu quelques images. Pourquoi le clip C'est un court-métrage. C'est clairement un court-métrage. C'est une histoire de racisme, en gros. C'est une histoire, et on pourra le regarder même en éteignant le son. Et je crois que vous allez être encore plus choqués que quand vous auriez entendu le morceau. Certes, peut-être que vous n'avez pas été bon dans le timing, certes vous avez pris du temps, mais vous allez faire quelque chose de sérieux autour de ce morceau-là pour bien communiquer la chose. Exactement. Okay. De toute façon, c'est toujours ça, Made in Dean Records, c'est qu'on prend le temps de faire les choses, que parfois on n'est pas raccord avec les timings que l'on donne aux gens, mais c'est pas par négligence, c'est pas en disant ouais de toute façon quand on va sortir voilà, là c'est pas grave si on repousse d'un mois, c'est pas grave si on est dégoûté de repousser d'un mois, on est dégoûté de repousser à chaque fois, mais c'est pour de la qualité. De peser tous mes enjeux ou de les miser tout sur la première semaine, c'est réducteur pour un artiste. Tu peux pas me dire ça, bien sûr, attends. Mais c'est de bon augure si tu fais ta bien sûr, je te cache pas, pour être totalement honnête avec toi, que les signaux ne sont pas au vert concernant cette première semaine. J'espère que ça va changer dans les prochains jours. Il y a comme un truc particulier dans le rap français où est-ce que l'on ne peut pas, tu vois, se permettre de s'absenter et de dire de toute façon les gens qui m'ont connu avec les premiers albums seront toujours au rendez-vous parce qu'ils ont aimé ce que j'ai donné dans ces premiers albums-là. Moi, je place l'auditeur à la place de quelqu'un qui a perdu son frère, pas à la place de quelqu'un qui est au cœur d'un conflit
politique. Les gens voudraient te voir dans un positionnement clair, soit de telle manière, soit radical. Tranche, choisis ton camp. Sauf que la vie, c'est pas comme ça. Tu restes dans l'objectivité parce que tu veux pas te positionner. C'est faux. Il y a des sujets sur lesquels je me positionne clairement. La crise identitaire, quand je fais un morceau comme Bloc Identitaire, je pose mes couilles sur la table. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne s'avère, rien ne se crée, tout se transporte. Ta passe à zéro. Dans le dos du monde, j'ai un tour d'avance sur